La guerre, je l'ai vécue pendant 11 ans. Donc quand je parle de la guerre, je parle pas de ce que me dit BFM TV. On n'a même pas affaire à Saddam Hussein, hein. On a affaire à un pays qui fait 80 millions d'habitants, qui fait je sais plus combien de fois la France, qui est vaste, et tu vas pas l'affaiblir en 2 jours. J'en ai un peu rien à foutre en fait, si tu veux, quand il y a une guerre et qu'il y a des immeubles qui tombent sur la tête de gosses, que tu me fasses un article qui fait 3 kilomètres de long sur la situation des influenceurs qui sont angoissés à Dubaï. Et je m'en bats un peu les steaks en fait, tu vois. Parce que là aussi, on a des gisements de gaz naturel énormes au large du Liban. C'est quand même presque équivalent au Qatar, hein, quand même, hein, ce qu'on a chez nous. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Au large de Gaza, d'ailleurs que Israël a commencé à exploiter en pleine guerre, sans aucun problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en fait? Tu veux qu'on fasse quoi? T'as des missiles qui font 6,50 m de haut qui te tombent sur la gueule, tu veux faire quoi en fait? Alors avant, à mon époque, quand on était là-bas, le maximum qu'on prenait de la Syrie, c'était du 240 mm. Bon, on disait qu'à l'époque, ça traversait 3 plafonds. 3 plafonds, alors le plafond chez nous, c'est du béton armé, hein, donc c'est pas du plafond, tu vois, en plaque hostile, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est du béton, non. On disait ça, donc on essayait d'aller se cacher, si tu veux, nous, la maison, enfin la rez-de-chaussée, quoi. Au rez-de-chaussée, on avait une pièce qui était fortifiée. Mais aujourd'hui, même ça sert à rien. Voilà. Ils te lâchent une GBU, ça rentre dans le sol, bref, t'as plus qu'à appeler les Bobcats, quoi, pour venir enlever la poussière, quoi, tu vois. J'ai envie que Madame Braun-Pivet arrête de me faire ses cérémonies, tu sais, ces postures là, quand elle va jusqu'à son trône, et qu'elle nous explique, qu'elle fasse les choses comme il faut, quoi. Tu vois, la démocratie, la vraie. Ou alors qu'on arrête, on prend Louis XX, on le choix à Versailles, et puis terminé, on arrête de nous bassiner avec la démocratie, quoi. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Pas content et t'allais bien, un épisode un petit peu détente aujourd'hui parce que je vais recevoir un copain, ça fait longtemps. Salut Charbel. Salut Greg. Ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va bien, alors est-ce que, bon, on va commencer assez simplement, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire pourquoi tu es un mauvais arabe? Pourquoi je fais un mauvais arabe? Oui, j'ai vu sur internet que t'étais pas un bon arabe. Ah bon? Non, Ah, j'ai même pas vu ça. t'es pas un bon arabe, tu votes pas comme il faut voter, tu ne penses pas comme il faut penser, Ouais. t'es tu m'as assez antisémite, ça va pas, ça va pas. Tu m'en apprends une bonne en fait, tu vois. Alors je vois qu'il y a quand même quelques trolls en fait qui me persécutent, mais qui me courent après. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Et sincèrement, je vous le dis, j'en ai strictement rien à foutre en fait. Parce que j'ai vécu tellement de trucs dans ma vie que ça, pour le trolling de Titi 9103, je m'en bats un peu les steaks. Ouais. Donc voilà. En fait, bah non, je m'appelle Charveil, comme tu le sais, et je suis un immigré Ouais. libanais. Je suis arrivé en France en 1989. Je suis né en 78 au Liban, j'ai 48 piges, hein. Et je suis arrivé en France en 89, donc j'ai quitté un pays sous les bombes. Bon, ceci dit, je suis arrivé avec un visa. D'accord? Donc, voilà. Je suis arrivé avec un visa, même en partant d'un pays en guerre. Donc bon, à l'époque, il y avait peut-être pas de passeur, j'en sais rien. Voilà, je suis arrivé à l'âge de 11 ans ici. On était venu une première fois en 87. Mon père, quand il a vu les champs et quand il voyait pas sa Méditerranée, il a dit: «Je préfère la guerre». Les champs de blé ou Les champs de blé, voilà, la champ de blé. Il a dit: «Je préfère la guerre», donc on est reparti là-bas. Bon là, après, ça devenait insupportable. On a on a refait les papiers. J'avais ma grand-mère ici, si tu veux, qui était remariée, qui avait refait sa vie. OK. Et donc on est venu en France, mais là, on avait galéré pour avoir un visa. On est passé par l'Italie, et cetera. Donc avec un visa italien, ensuite un visa français, bref. Et puis après, ben, on a fait notre vie ici, dans la Beauce, là, tu vois. Donc on cherchait la mer, elle était à 400 km, donc c'était compliqué. On n'avait pas l'habitude de faire des grands trajets en voiture, donc à chaque fois qu'on faisait 50 km, on avait envie de vomir. Non, plus, je te jure, c'est vrai. Ah ouais? Ah, oh, des véridiques, hein. De Charles de Gaulle jusqu'à la maison, c'était compliqué la première fois. Bref, et ouais, mais véridique. Et donc, du coup, voilà, après, j'ai fait ma vie ici, j'étais à l'école ici, je me suis engagé dans l'armée à l'âge de 20 ans, ouais, 98-2003. Bon, ironie du sort, je me retrouve renvoyé casque bleu au Liban en 2001, juste après le départ des Israéliens, à Naqoura, au sud Liban. J'ai fait quelques missions aussi, notamment en Afrique. Et donc au Liban en 2001, juste après le départ des Israéliens, donc en 2001-2002, donc sur, à cheval sur les 2 années. Et puis voilà. Et donc la guerre, je l'ai vécue pendant 11 ans. Donc quand je parle de la guerre, je parle pas de ce que me dit BFM TV. Je parle de ce que Charbel a vécu en fait. Et donc, tu sais, quand t'es gosse, tu t'es impacté parce que tu vois, donc ça, tu gardes. Et ensuite, vu que t'aimes ça, a priori, tu finis dans l'armée, donc pendant 5 ans, tu vois. Et on te renvoie là-bas et tu te refais bombarder au Liban Sud, tu vois. Donc, voilà. Et donc voilà, et puis j'ai fait ma vie ici. Bon, après, j'ai quitté l'armée en 2003, je me suis lancé dans l'immobilier. Donc l'immobilier, j'ai fait
J'en suis à 23 ans, entrecoupé de, on va dire, presque 2 ans, entre 1 an et demi et 2 ans. J'ai fait 2 ans d'immobilier à Dubaï. Et avant ça, je suis passé par la case sécurité privée. Donc j'ai travaillé. Quelle surprise. J'ai travaillé dans la protection rapprochée, notamment, enfin, je suis parti faire mon stage au Texas. Je communique pas beaucoup là-dessus parce que voilà, donc ça fait partie de la vie privée. J'ai fait mon stage au Texas et après j'ai travaillé un petit peu dans la protection rapprochée. Après j'ai fini à Dubaï, c'est là que j'ai fini à Dubaï. Je cherchais des missions de protection parce qu'on avait tous des fantasmes à la con à propos de Dubaï. Genre, bah, j'avais des potes, bah que là-bas, tu vois, ça payait la protection, machin. Mais en fait, non, là-bas c'est tellement sécurisé que. Oui, t'es un peu au chômage, quoi. T'es un peu au chômage, t'as même le gouverneur de Dubaï qui va prendre son café en métro, donc je doute que Emmanuel Macron puisse faire la même chose. Donc voilà, j'ai fini là-bas, puis après je suis rentré en France pour des raisons familiales, et puis voilà. T'en penses quoi, là, les influenceurs à Dubaï, là? Toi, t'es team chèque ou t'es team... Moi je suis team rien du tout. En fait, si tu veux, je t'explique. Dubaï, c'est pas la France. Dubaï, tout le monde dit oui, c'est la grande dictature, je sais pas quoi, machin, parce qu'à Dubaï, il faut savoir que le cheikh Mohammed, on l'appelle le législateur de Dubaï, the ruler of Dubai. Le Dubai ruler, si tu veux. Donc c'est le législateur. C'est-à-dire que c'est le 577 députés doublé de 328 sénateurs. Tu vois, mais sauf qu'il est tout seul, sauf que ça veut dire que les lois sont plus faciles. Séparation des pouvoirs, Ça va. Montesquieu. Non, ni Montesquieu, ni Voltaire, ni toute la clique là. Tous les mecs à perruque, là, comme il dit Papacito, avec les chaussures en ruban, tu vois, ils ont un yaba. Donc ça n'existe pas. Donc le mec, en fait, et curieusement, cette dictature, tout le monde veut y aller. Tu vois. Et donc, on a les influenceurs qui sont là-bas, qui ont commencé à avoir peur, ce qui est tout à fait normal quand tu n'as jamais vécu ça. Tu vois des missiles passer, des missiles qui s'écrasent en plus, des drones, des machins. Tu as peur. Seul truc, c'est que venez me chercher, alors que, comment ça s'appelle, Guénam, ouais, c'est ça. Elle disait cracher sur son passeport français avant, et puis après, elle avait un passeport français dont elle était fière, c'est devenu une patriote nationaliste. Donc, venez me chercher. Et ensuite, il y a eu un truc, qui sont reçus, j'ai vu là, hier ou avant-hier, ils ont reçu un message. Il est interdit de communiquer des informations sur ce qui se passe à Dubaï, pour des raisons de Qui sécurité. t'a envoyé un message? Le gouvernement. D'accord. Ils ont envoyé un message comme quoi il faut arrêter de faire des vidéos en gros en disant oui, c'est tombé à tel endroit, c'est normal, tu communiques des. Ah oui, ouais, ça va sur l'ennemi. c'est tombé là, attends, remets Tu fais limite, centimètres à droite. Bah, c'est ça, tu fais de la correction d'artillerie. Oui, tu fais de la correction d'artillerie, connard. Et donc voilà, donc ils ont dit voilà, et donc a priori il y en a qui ont été convoqués à la police. Il y en a une qui a dit oui, j'ai pas le temps, et on dit si, tu vas pas. En même temps, sauf que là-bas c'est pas comme ici, c'est pas un rejoint gendarmerie nationale, c'est que tu viens, sinon on vient te chercher. Et donc voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise sur les influenceurs? Il n'y a pas grand-chose à dire à part voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez connu le bon côté, maintenant il y a un petit peu de mauvais côté. Faut prendre sur soi, c'est tout. Moi, je suis pas partisan du ouais, alors c'est bien, vous gagnez beaucoup d'oseille, vous allez voir maintenant, vous allez rentrer. Moi, j'ai seulement dit à BFM TV, j'en ai un peu rien à foutre en fait, si tu veux, quand il y a une guerre et qu'il y a des immeubles qui tombent sur la tête de gosses, que tu me fasses un article qui fait 3 km de long sur la situation des influenceurs qui sont angoissés à Dubaï. Et je m'en bats un peu les steaks en fait, tu vois. Mais voilà, c'est tout. Parce qu'il y a plus grave, comme tu dis. Bon, alors j'avais une question simple. Ouais. Pourquoi à chaque fois que l'Iran, les États-Unis, ou que Israël, ou que machin se prend le bec avec un pays à côté, vous prenez une barre dans la gueule? Alors vous avez rien demandé, tu sais, ça me rappelle un peu les films à la Michel Blanc, tu sais, où ils sont là, puis ils s'en prennent une dans la veste. Ah, j'ai un coup fait, je suis à côté, quoi. Enfin, là, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu. C'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là au Liban et pourquoi à chaque fois ça se tombe sur la gueule? Alors, ce qui se passe déjà au Proche-Orient, pour comprendre ce qui se passe, j'ai fait un podcast là-dessus qui a duré plus d'1 heure sur la situation au Proche-Orient. La situation au Proche-Orient, ce qui se passe aujourd'hui, pour nous, c'est pas une surprise. Pourquoi? L'attaque spécifique qui est en ce moment. Là, ce qui se passe. Ouais. En fait, l'explosion que j'avais appelée, moi, l'explosion programmée, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce que c'est l'aboutissement d'un siècle de bordel, en fait. Pourquoi? 1916, on va faire un petit peu d'histoire si tu veux. Non, pour que les gens Bien sûr. 1916, il y a un mec qui s'appelle Sykes et un mec qui s'appelle Picot. Donc Sykes, c'est l'anglais, et le Picot, c'est le français, comme son nom le dit. Et il paraît qu'il y en a un qui fait partie de l'ancêtre qui est ancêtre de Giscard d'Estaing, bref. Ils se sont réunis comme ça, autour d'une table, ils ont pris une feuille, dans le secret le plus total. On était en 1916, la Première Guerre mondiale n'était pas terminée encore, l'Empire ottoman n'était pas tombé encore, et ils ont commencé à redessiner toutes les frontières de tout ce qui constituait, si tu veux, l'Empire ottoman de l'époque. Donc ils ont pris la Syrie et le Liban, qu'ils ont
attribué, ils ont dit quand ça va se terminer, bon, ça sera sous mandat français, la Jordanie et la Mésopotamie, l'actuel Irak, ouais, pardon, la Mésopotamie, l'actuel Irak, sous mandat britannique, et la Palestine avait un statut particulier. La guerre se termine, l'Empire ottoman est par terre, donc ils mettent ça en application. 1920, le Grand Liban, donc voilà, la Syrie, etc. Donc ils mettent ça en application. On arrive en 1948, donc il y a proclamation de l'État d'Israël. Avant ça, il y a eu le plan de partage de l'ONU. Le plan de partage de l'ONU, il attribuait 55% du territoire de la Palestine aux Juifs et 45% aux Arabes. Les Arabes se sont enlésés parce que d'après eux, ils étaient plus que les Juifs à l'époque. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop, 1948-1949, après que Ben Gurion ait proclamé l'État d'Israël, donc première guerre israélo-arabe, et là c'est parti en cacahuète. On arrive en 56, je crois, la crise de Suez. Donc il y a eu tout un enchaînement de crises. On arrive en 67, la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, elle se termine par une occupation totale, donc du Golan, de Gaza, de la Cisjordanie, etc. Ensuite, on arrive en 73. Là, ils ont tenté, les Arabes, de reprendre ce qui a été occupé en 67. 1978, première invasion du Liban. 1982, deuxième invasion. J'essaie de faire vite. Deuxième invasion du Liban. Attends. 82, deuxième invasion du Liban. En 79, juste avant, il y a eu un truc qu'on a appelé la révolution iranienne. Les Français ramènent l'ayatollah Khomeini en première classe. Il le dépose à Téhéran, le Shah dégage. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la doctrine iranienne a complètement changé. Donc, il y a eu un référendum. Je ne sais pas comment il a été fait, on peut discuter de la légitimité du référendum, mais le peuple iranien se serait prononcé pour l'instauration de la République islamique d'Iran. Et donc, c'était plus du tout l'Iran du Shah. L'Iran du Shah, c'était un Iran qui, quand même, collaborait, discutait avec Israël, faisait du bis-bis avec Israël, tu vois, en sous-marin, pas trop de bruit, parce que, bon, voilà, vis-à-vis des pays arabes, machin, et de la cause palestinienne. Donc, Khomeini arrive, donc l'instauration de la République islamique, changement de dôme. Là, Israël est devenu l'ennemi à abattre, et les États-Unis, c'est devenu ce qu'ils ont appelé par la suite le grand Satan. Et donc, du coup, là, ils ont constitué, l'Iran a adopté, si tu veux, une doctrine qui est la profondeur stratégique, et la doctrine d'encerclement. C'est-à-dire que je ne vais pas me battre directement contre toi, tu es mon ennemi juré, je ne vais pas me battre contre toi directement. Par contre, je vais placer des proxys autour de toi, je vais les former, je vais les financer, etc. Et leur mission, c'est de te faire chier H24. Tu vois, dès qu'ils peuvent, ils te font chier. Et tout ça pour t'encercler et pour t'affaiblir. Et donc, il y a eu en 1980, je crois, ouais, c'est ça, 80-88, la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein arrive. Donc, il envahit l'Iran et ça a été une guerre qui a été sanguinaire. Je crois que ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts. Bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a commencé à se militariser à fond à ce moment-là aussi. 85, création officielle, si tu veux, du Hezbollah. C'était pour. Alors, avant, il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, le djihad islamique, je crois, quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais le Hezbollah, officiellement, c'est 85 pour mener la lutte contre Israël et pour chasser l'occupant israélien du sud-Liban. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, c'était sur fond de guerre libanaise aussi. La fameuse qu'ils ont appelée la guerre civile, si tu veux, au Liban. Donc, la guerre qui a démarré quand même en 75. Donc, tu vois, c'est une région qui est très complexe. Et donc, tout ça, pour dire qu'on était sur des blessures, si tu veux, permanentes, qui s'accumulent entre la Nakba, donc la catastrophe, donc quand les Palestiniens, après la première guerre israélo-arabe, étaient obligés de partir, 700-750 000 Palestiniens. Ils ont été répartis un petit peu partout, tu vois, dans les pays arabes. Et au Liban, nous, on en a accueilli énormément. Le problème, c'est qu'au Liban, il a commencé à y avoir un État dans l'État. Et l'État dans l'État, il a fait que, alors, tant que vous étiez dans des camps, tu vois, et que, voilà, ça se passait bien, d'accord. Mais à partir du moment qu'il commençait à y avoir vraiment des accrochages et, comment dire, des attentats, alors il y en a qui vont te sortir, oui, Sabra et Shatila, c'était plus loin, mais avant Sabra et Shatila, il y a eu d'amour. Donc tu vois, au Liban, il y a eu un véritable bordel. Ça a été le laboratoire iranien contre Israël, le Liban. Ok, voilà. Ça a été le laboratoire iranien. Alors il y a des gens qui vont te dire, oui, la résistance, je veux bien. Après, si tu veux, la création du Hezbollah, la montée en puissance du Hezbollah, etc., il y a eu un truc qui s'est mis en place qui s'appelle l'Axe, surtout après la chute de Saddam Hussein en 2003, quand les Américains ont fait la vaste connerie de faire tomber Saddam Hussein.
il y a eu, à ce moment-là, l'Iran, si tu veux, avait le champ libre pour développer l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Il y avait Bachar el-Assad, donc, qui était le fils de son père, Hafez al-Assad, qui était un sanguinaire de première. Hafez al-Assad, il a quand même fait un génocide à Hama. Il y a 30 000 morts. Il a même abattu une mosquée sur la tête des fidèles, quoi. Tu vois, il a fait vraiment des choses qui étaient horribles. Et donc, l'axe de la résistance jusqu'à 2011. 2011, enfin, même après 2011, 2011, il y a eu la fameuse révolution syrienne, qui après coup, on a su ce qui s'était passé. Rappelle-toi, Sarkozy, ouais, tu vas prendre notre plan pour le gazoduc, hein, tu vas choisir notre côté, pas le côté russe et iranien, sinon tu auras une révolution chez toi. Et bon, il a choisi l'autre côté, puisqu'il était allié, donc si tu veux, à la Russie et à l'Iran, et donc il a eu la révolution chez nous. Un peu complotiste, ça. Non, c'est pas complotiste, ça a été dit, c'est documenté, j'invente rien. Et donc du coup, voilà ce qui s'est passé. Et donc, cet axe a été brisé avec l'arrivée de HTS. Donc, le mec qui était recherché par la CIA pour 10 millions de dollars, donc Al-Joulani, qui est devenu président syrien, chef de la Syrie en l'espace de 3 semaines, je crois. Alors que depuis 2011, il y avait la guerre. Et donc là, l'axe il s'est brisé parce que lui, ennemi du Hezbollah. Tu vois, il est plus côté occidentaux, lui. Et donc l'axe il s'est brisé. Ensuite, en 2023, c'est ça 2023 ou 2024, 2024, il y a eu ce qui s'est passé, avec l'élimination du chef du Hezbollah. Et de là, bah, c'était parti en cacahuète, déjà bien avant, parce que avec l'histoire de Gaza, si tu veux, chez nous, le Hezbollah a décidé de mener, alors que tout le monde lui demandait non, s'il te plaît, ne rentre pas là-dedans, le Liban ne peut plus supporter de guerre. La fameuse guerre de soutien. Donc 7 octobre, Israël entre à Gaza, une guerre abominable pour tout le monde, hein, même pour les Israéliens. Et donc le chef du Hezbollah a décidé de mener cette guerre de soutien. Moi, le truc que j'ai remarqué à l'époque, c'est que l'Iran soutenait tout le monde, soutient le Hezbollah, soutient le Hamas, soutient tout le monde, mais il n'y a pas un missile iranien qui s'est abattu sur Israël, pendant ce temps-là, pour défendre Gaza et pour défendre le Hezbollah, le Liban. Tu vois. Les premiers missiles iraniens qui se sont abattus sur Israël, c'était quand ils ont tapé l'Iran, quand ils ont tué le chef du Hamas. C'est Ismail Haniyeh. C'est là que l'Iran a envoyé une salve, quand ils ont tapé en Iran. Mais sur 180 missiles, il y en avait, et je crois qu'il y en a un qui est tombé. Enfin, il n'y avait pas eu de dégâts comme à la deuxième guerre, là, donc qui a duré, je ne sais plus combien de temps. Un mois, je crois, un truc comme ça, bref. Donc, le soutien iranien, si tu veux, c'était toujours, la doctrine iranienne, c'était toujours la profondeur stratégique, mais par encerclement, mais je ne me mouille pas directement, je les laisse faire et je les soutiens. Tu vois. Et ça répond à ta question, à ce que tu me dis de demander tout à l'heure, pourquoi le Liban, à chaque fois, il trinque, en fait. C'est ça, ben voilà pourquoi il trinque. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle répond aux proxys, et c'est les proxys qui sont, quels qu'ils soient, si tu veux, qui trinquent. Quel est le point de vue, ou les points de vue, s'il a évolué, du gouvernement iranien par rapport au Hezbollah, que ce soit gouvernement libanais par rapport au Hezbollah? Est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce qu'il n'y a pas de soutien? Bon, tu spoil un peu, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça se recule pas mal. Mais est-ce qu'ils auraient pu, selon toi, les empêcher d'agir depuis longtemps, ou est-ce que non, ils n'en ont absolument pas les moyens? Le gouvernement libanais, faut savoir ce qui se passe au Liban. Le Liban prend une crise économique sans précédent, d'évaluation de l'île libanaise. Je veux dire, les gens souffrent là-bas. Moi, je sais, j'ai ma famille là-bas et je sais qu'ils souffrent énormément. Tout le monde souffre là-bas. Le problème du gouvernement libanais, c'est que tant que la Syrie était sous Bachar, était tenue. Si tu t'écartais, il y a eu des attentats, il y a eu l'élimination de Hariri, du premier ministre libanais. Tout ça, ça a été documenté et compagnie. Le gouvernement libanais était tenu. Le problème, c'est qu'il était arrivé à un point, le gouvernement libanais, avec la chute aussi de Bachar, il était arrivé à un point où, financièrement, économiquement, le Liban était effondré. Et tu ne pouvais plus continuer à avoir un État dans l'État. Alors, ça n'enlève en rien, si tu veux, la mémoire des gens qui sont morts pour le pays, etc. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que tu as un gouvernement qui est là, qui est normalement chargé de protéger ses frontières, mais jusqu'à présent, ce gouvernement
acceptaient la résistance parce qu'à chaque fois qu'il y avait un gouvernement qui était nommé, il y avait, si tu veux, l'armée, le pays, la résistance. Donc il y avait ce slogan, si tu veux, qui était toujours mis sur la table. Et parce que chez nous, les gouvernements étaient toujours des gouvernements qui étaient bâtis sur un consensus. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir tous les partis, si tu veux, dans le gouvernement. C'est pas comme ici. Il y a une majorité, une minorité, quoique même ici, maintenant, ça devient un vaste bordel, on ne sait même pas qui fait quoi. Mais jusqu'à l'avant Macron, si tu veux, c'était comme ça. Et jusqu'à l'avant 9 juin 2024, voilà, avant l'éclatage de l'Assemblée nationale. Et donc au Liban, si tu veux, le gouvernement, aujourd'hui, il était obligé d'adopter des positions qui étaient fermes, qui disent que maintenant, il faut désarmer le Hezbollah, qu'il soit en politique, mais plus, le volet militaire, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que sinon, de toute façon, ils avaient la pression de Washington, la pression des Européens, la pression de tout le monde. Et étant donné que l'Iran, après ce qui s'est passé, les dernières frappes israéliennes, avant celle-ci, là, était quand même assez affaibli. Donc voilà, donc le Hezbollah s'est retrouvé complètement affaibli parce qu'ils lui ont enlevé ses... Ils ont enlevé ses... Comment on appelle ils ont éliminé la première ligne, la deuxième ligne de commandement, donc beaucoup de monde. Et même au niveau armement, si tu veux, ils n'avaient plus le même arsenal qu'avant. On parlait avant de plus de 100 000 missiles, des choses comme ça. Ah ouais, ouais. Ah, non, c'était pas des conneries, c'était pas des conneries. Il y avait des stocks partout. Non, le Hezbollah était très très fort. Hein. C'était pas une petite milice, c'est pas les Houthis, hein. C'est pas une petite milice, tu vois, voilà. Non, c'était quelque chose, une armée dans le pays. Hein. Faut pas les sous-estimer. Et donc du coup voilà. Donc aujourd'hui, le gouvernement libanais, ce qui s'est passé même hier, non, c'était quand? Il y a 2-3 jours, quand il y a eu l'assassinat l'élimination de Khamenei, le guide suprême, dans la foulée, le Hezbollah a envoyé des salves sur Israël, dans la nuit même, et une réponse israélienne qui a été sanglante. Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Le gouvernement libanais, dans la journée même, il a déclaré illégal toute activité militaire du Hezbollah, en dehors du... Là, il y a 24 heures. Non, il y a 2 jours, je crois. Ça compte, le lendemain de la mort de Khamenei. Bon, alors on va faire un peu de, on va dire de prospective. Alors, c'est des choses qui vieillissent très, 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 très mal. Hein. Mais toi, tu le sens comment au niveau de l'évolution du conflit là? Là, ça va s'enliser. On est parti pour un truc qui va durer des années. On est parti pour un truc éclair. On est parti parce qu'on a vraiment tous les points de vue. Quoi. On a ceux qui disent que l'Iran est totalement affaibli par l'offensive américaine et israélienne. On a ceux qui disent que ça a à peine été touché. Là, c'est pas bon parce que l'Iran affaiblit. L'Iran, c'est pas l'Afghanistan. L'Iran, c'est pas, tu vois, c'est pas les talibans, c'est pas l'Iran, il faut savoir à quoi on a affaire. On n'a même pas affaire à Saddam Hussein. Hein. On a affaire à un pays qui fait 80 millions d'habitants, qui fait je sais plus combien de fois la France, qui est vaste, et tu vas pas l'affaiblir en 2 jours. Tu vas pas l'affaiblir en 2 semaines. Et en plus de ça, tu sais rien de ce qu'ils ont vraiment comme armement, de quoi ils sont capables. Ils ont menacé aujourd'hui de frapper le site nucléaire de Dimona, je crois, qui s'appelle Dimona, quelque chose comme ça, en Israël, dans le Negev. Si jamais les États-Unis voulaient vraiment changer de régime en Iran. Donc tu vois, on ne sait pas. Et puis ils sont très structurés, ils sont même au niveau local, ils sont structurés. Tu vois, c'est pas parce que tu vas couper la tête du régime que ça y est, ça va être le bordel partout. C'est pas comme ça que ça marche là-bas. Ça n'a rien à voir. Le Pasdaran, les gardiens de la révolution, donc le Pasdaran, ils sont très très puissants. Faut pas croire que les Américains vont arriver avec le Lucky Strike là, et puis le chewing gum Hollywood, et que ça y est, et puis le B2 Spirit, et puis ils vont changer tout comme ça. Ça va peut-être arriver. Je pense que le régime, il va pas tenir il va pas tenir très très longtemps. Mais le problème, c'est que après le régime, il va se passer quoi? On a bien vu que les guerres pour instaurer des démocraties, ça marche pas. Hein. On a vu quelques-unes, quoi. Même les Américains eux-mêmes le disent. Hein. Ils n'ont pas envie de mettre une démocratie, ils ont envie peut-être de mettre un régime moins hostile à Israël, c'est tout. Et ils veulent, en fait, si tu veux, couper l'herbe sous le pied à la Chine. La Chine, c'est quand même, je crois que c'est 13 ou 15% de ses importations de pétrole, ça vient d'Iran. Donc tu coupes ça, ou tu soumets la Chine, c'est clair. Et je pense que il y a quelque chose de la sorte. Et d'ailleurs, ça, je ne sais même pas je pense que c'est Zhirinovsky, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Zhirinovsky. C'était un Russe qui est décédé, qui faisait des prévisions. Et ce mec-là, c'était le Simpson russe, je l'appelais moi. Chaque fois qu'il faisait une prévision, ça arrivait, quoi. Et là, ce qu'on est en train de vivre, il en avait parlé déjà en 2012. Tu vois ce qui est en train d'arriver ici. Bon, il est décédé depuis. Mais il expliquait cette stratégie, si tu veux des États-Unis pour faire plier la Chine. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, quand tu as ce que je te disais tout à l'heure, on a dévié, mais quand tu as
stratégie, une doctrine de profondeur stratégique avec encerclement, et qu'en face, tu as une doctrine de guerre préventive avec une profondeur stratégique qui est celle d'occuper des territoires comme ils ont fait après 67 les Israéliens. Et d'ailleurs, il faut regarder ce qu'ils font aujourd'hui au sud Liban. Au sud Liban, ils ont déjà avancé de plus de 10 bornes, tu vois, donc en quelques jours. Donc, et ces deux stratégies-là, ces deux doctrines-là, elles s'affrontent, et au bout d'un moment, c'est l'explosion. Parce que Israël peut pas, si tu veux, pour sa survie, avoir quelqu'un à portée de tir qui dit je vais te détruire du matin au soir, en fait. Et en plus de ça, tu rajoutes le volet nucléaire, eh ben voilà. Et vu que l'oncle Sam est étroitement lié à Israël, Donc, voilà. pour toi, quand Trump il dit de toute façon, s'il y a besoin d'envoyer des troupes au sol, on verra des troupes au sol, il bluffe. Non. Ah non, 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 lui, il bluffe jamais, hein. Lui, moi, ce mec-là, ce qu'il dit, je prends tout au sérieux, hein, de ce qu'il raconte, hein, parce que ce mec-là, il peut le faire, hein. Il peut le faire. Là, ils sont en train de compter sur les Kurdes, là, qui sont en train de rentrer dans la danse, mais il est capable de le faire. Les gens qui pensent qu'il bluffe, voilà. C'est comme les gens qui disent oui, il va jamais taper. Non mais attends, tu déplaces pas une armada qui coûte 300 millions de dollars par jour, juste presque en carburant et entretien, pour aller faire de la villégiature dans le golfe Persique, quoi, tu vois. Non mais voilà, aller faire du jet ski dans le golfe, non. Non. Non, non, bah non. Si on revient un petit peu sur le Liban, Ouais. toi, comment bon, tu dois avoir des échos là-bas qui te révèlent, parce que vraiment, moi, on a le mythe des Libanais qui dansent sous les bombes. Ah bah ce serait la mythe, hein. Sauf que là, ils dansent pas, là, hein. Non, Ils dansent pas parce que la dernière, on voyait les mecs sur les rooftops qui faisaient la fête. Et j'ai fait pire que ça, moi, la dernière. J'ai vu un rooftop qui a sorti sur son ticket de caisse, vu sur les missiles iraniens. Non, et la facture, je te jure, c'est vrai. Si je retrouve le ticket, je te promets, c'était sorti là. Mais si, moi, j'avais même halluciné. Il y a qu'au Liban que tu vois ça, hein. Il y a qu'au Liban que tu vois ça. Je te jure. Vu sur les missiles iraniens, le mec, il avait marqué sur le ticket de caisse. C'est pas une connerie, hein. Je pensais que c'était ignoble. C'est quoi, c'est l'habitude, Mais c'est. En fait. Alors, ce qui est. Que tu les vois arriver, tu les vois sortir de boîte de nuit, ce que disait Enki. Ils sortent ils sont en boîte de nuit sous les pompes, en fait. Oui, mais bien sûr, mais c'est l'esprit libanais. Si tu veux, ce pays, il a connu quasiment ces générations-là. Alors, les dernières, là, ils n'avaient pas connu encore la guerre, mais toutes les générations d'avant, enfin, je veux dire, nous, on n'était plus impressionnés par les bombes. Ouais. Nous, on n'était plus impressionnés par les bombes. J'ai eu mon oncle au téléphone, c'était quand hier. Je vais dire, ouais, on entend, ouais. Bon, à côté de chez nous, il y a un immeuble qui a été détruit. Et bon, il y a eu 9 morts, c'était des gosses. Il dit ça sans aucune forme de panique, quoi, tu vois. Le mec, il est en train de manger, il t'explique ça, quoi. Et là-bas, c'est pas un manque de compassion, en fait, si tu veux, c'est une résignation. C'est que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, en fait? Tu veux qu'on fasse quoi? T'as des missiles qui font 6,50 m de haut, qui te tombent sur la gueule, tu veux faire quoi, en fait? Alors, avant, à mon époque, quand on était là-bas, le maximum qu'on prenait de la Syrie, c'était du 240 mm. Bon, on disait qu'à l'époque, ça traversait 3 plafonds. 3 plafonds, alors le plafond chez nous, c'est du béton armé, hein, donc c'est pas du plafond, tu vois, en plaque hostile, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est du béton, non. On disait ça, donc on essayait d'aller se cacher, si tu veux, nous, la maison, enfin la Au rez-de-chaussée, quoi. au rez-de-chaussée, on avait une pièce qui était fortifiée. Mais aujourd'hui, même ça sert à rien. Ouais. Ils te lâchent une GBU, Ça rentre dans le seul vrai, t'as plus qu'à appeler les Bobcats, quoi, pour venir enlever la poussière, quoi, tu vois. C'est quand ils ont fait l'opération pour éliminer le chef du Hezbollah, ils ont lâché 90 tonnes de bombes sur un complexe. Bah, j'en avais parlé quand on avait fait le débat chez toi. Enfin, je veux dire, c'est complètement inimaginable. Donc il y a une résignation qui est là. Et surtout des générations, si tu veux, comme celle de mes parents, qui eux ont connu et ont fait la guerre aussi, tu vois. Donc il y a une résignation qui s'installe. Et puis les gens, bah, ils disent, de toute façon, faut qu'on vive, quoi. Tu vois. Et là, ils en veulent pour la plus grande partie, même y compris des chiites, ils en veulent au Hezbollah. Pourquoi? Bah, parce que pourquoi vous nous avez foutus dans cette merde? Parce qu'en fait, le fait d'avoir tiré sur Israël, pourquoi avoir tiré sur Israël? C'est quoi le résultat derrière? À part occupation là, du Liban, là, on est déjà à 10 km de prix. Ils avancent, les mecs. Les bombardements, je te raconte pas. Enfin, je veux dire, moi, je fais sur un de mes Facebook, là, je fais une mise à jour, si tu veux, toutes les 2-3 heures, de ce qui se passe. Il faut aller regarder ce qui se passe, quoi. C'est Comment tu juges la couverture médiatique, ouais. dans un premier temps, et politique de ce qui se passe au Liban et dans la région en ce moment? On peut commencer par le médiatique. Quand je parle du politique, je parle de ce que toi, en tant que franco-libanais, tu as des partis politiques français qui, pour toi, un, ont compris les enjeux et deux, ont une position sur ce conflit-là qui te semble
raisonnable. Mais si on commence par le médiatique. On va commencer par le médiatique, parce que le politique, il a rien compris. Ok. Le médiatique désigne toujours tu sais comment ça marche, tu sais mieux que moi. Le médiatique, c'est lui qui fait le gentil, qui fait le méchant. Mhm. Donc, Israël est attaqué. Israël est attaqué, Israël est attaqué. Quand on a le malheur de dire, je remets rien en question, je viens de te dire que le Hezbollah, pourquoi tu as attaqué Israël, le résultat attendu, c'est quoi? À part on se prenne des tonnes de bombes sur la gueule, et puis voilà. Et puis d'ailleurs, résistance, d'accord, mais le problème, c'est que ça n'a jamais empêché les Israéliens de survoler le ciel libanais tranquille. Dire juste, question rapide, dans les post pour toi, des réponses israéliennes qui sont faites actuellement au Liban, est-ce que, en dépit des dommages collatéraux, elles ont pourtant quand même l'intention de cibler précisément le Hezbollah, ou c'est de la terreur sur la population civile? Non, c'est pas de la terreur non plus sur la population civile. Il y a du ciblage, mais le problème du ciblage, ça reste toujours des immeubles résidentiels. Et il y a toujours, que je viens de te dire, il y a. C'est ça. S'il y a un immeuble dedans, ils le font quand même. Ah, mais ils le font quand même, bien sûr. Okay. Ils te disent, c'est ta faute, t'as pas quitté. On t'a demandé de quitter, t'as pas quitté. Tu vois, c'est ça qui se passe. Après, c'est des opérations militaires. Dans toutes les guerres, il y a des morts, mais comme là, je viens de te dire, un immeuble, par exemple, j'ai 9 morts. Quoi. Ouais. Des gosses. Ouais. Bon. Et là, c'est pareil, ils ont visé un hôtel. L'hôtel, je sais pas, ils croyaient qu'il y avait quelqu'un dedans. La seule victime, c'était la réceptionniste, elle est entre la vie et la mort. Tu vois? Donc on est sur des trucs comme ça. Et pour en revenir aux médias français, les médias français, ils sont là pour buzzer, ils sont pas là pour... voilà, ils désignent ce qu'on leur dit de désigner, et puis ils font leur taf, comme ils ont fait pendant le Covid, comme ils ont fait pendant la dernière guerre, et comme ils sont en train de faire, et c'est ce qu'ils font de mieux. Voilà. Ok, même pas la couverture médiatique des grands médias, elle est foirée, quoi. La couverture médiatique, alors ils couvrent ce qui se passe, si tu veux, ils couvrent ce qui se passe, mais moi quand je vois, par exemple, quand je regarde, si tu veux, sur Sky News, sur Al Arabiya, sur MTV Libanon, sur LBCI, sur les télés iraniennes, enfin je n'arrive pas à retenir leur nom, tu vois, et je veux dire, même les télés israéliennes, je m'aperçois qu'il y a quand même, il n'y a pas une couverture par rapport à des médias qui sont en train, pour des médias, je veux dire, qui sont en train de faire buzzer du matin au soir sur ce conflit, il n'y a pas la couverture qu'on va avoir. Et souvent, même très très souvent, quasiment tout le temps, on a les infos là-bas. Moi, je les publie et je m'aperçois qu'une heure après, ils passent sur BFM TV, tu vois. Une heure après. Ouais. Oui, mais c'est le temps qu'on vérifie l'information. Ah, et pour la couverture politique? La couverture politique. La couverture politique, alors ça, il y a plusieurs lignes. Il y a ceux qui se sont opposés, comme la France Insoumise, à la chute du régime, tout en condamnant le régime. Elle aussi a fait du en même temps. Mais est-ce que toi, il y a des partis politiques qui, pour toi, ont saisi l'enjeu de ce qui se passe là-bas? Peut-être notre président aussi, peut-être que tu es fier de lui. Et puis, cherche. et puis sinon, après, qu'est-ce que toi, tu penses que la réaction de la France devrait être? Ou d'un parti politique qui déciderait de comprendre les enjeux? La réaction de la France devrait être se mettre à l'écart de tout ça. Tu as un pays qui est à 3500 milliards de dettes. Tu as un pays qui compte 15,4% de sa population en dessous du seuil de pauvreté. Tu as un pays qui compte une explosion du chômage. Un record absolu de fermeture d'entreprises. Je peux continuer comme ça pendant une heure. Je les ai tous en tête à force de les répéter. Je parle même pas du système de soins. Je me suis arrêté à l'hôpital d'Étampes. Pourquoi je me suis arrêté à l'hôpital d'Étampes? Tu vois, petite anecdote rapide. Je me suis arrêté devant les urgences. La salle d'attente des urgences de l'hôpital d'Étampes depuis la période du coco, c'est un préfabriqué. C'est 3 préfabriqués accolés les uns aux autres. C'est-à-dire que quand tu vas à l'hôpital en urgence, en général, c'est qu'il y a urgence. Donc déjà dans le mal absolu en général. Donc la salle d'attente devrait être... voilà. Les chiottes ne ferment pas à clé. Ils te disent s'il y a un écriteau sur les chiottes, attention, ne fermez pas parce que vous risquez d'être enfermé. Et la veille, on a eu un mec qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a eu un discours martial avec sa cravate noire. Derrière lui, il y avait le Téméraire, sous-marin nucléaire. On nous expliquait que de toute façon, je n'hésiterai pas une seule seconde. Je vais augmenter le nombre d'ogives. Je vais. Il veut tout faire ce mec-là. Mais dans les actes, qu'est-ce qui se passe derrière? Moi, je le ramène au réel à chaque fois. Je dis le réel, c'est ça. Et là, il y a un corimec là. Il y a un préfabriqué en salle d'attente. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, 200 000 balles pour construire une salle d'attente comme il faut là pour les gens qui souffrent et qui arrivent là et qui doivent attendre 12-13 heures et des fois qui finissent sur un brancard avec, tu vois l'arme à gauche? Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est du flanc. C'est pour ça que quand c'est comme ça, t'as pas le niveau en fait. T'as plus le niveau. T'as plus le niveau d'être l'appui. On n'a même pas été prévenu, la France.
Mais tu seras jamais prévenu parce qu'on ne te considère plus. Tu n'existes plus. En fait, tu es juste un VRP d'un pays qui fait partie, qui est devenu une région d'un pouvoir supranational qui compte 440 millions de consommateurs. C'est tout ce que tu es en fait. Tu n'es pas autre chose. Ça, faut que ça rentre dans la tête des gens. Tous ceux qui sont là à sauter comme des cabris sur leur chaise. Ouais, ouais, on va y aller. Tu vas rien faire du tout. Tu peux dire 3 jours. Tu vas rien faire. Je te le dis, moi j'ai des potes à moi qui sont encore militaires, mais tu verrais ce qu'ils me racontent, mais laisse tomber. Ouais. Et j'en ai un, il m'a dit, si demain ça pète, je me casse une jambe parce que j'ai pas envie d'aller crever pour ce mec-là. Mais quand t'entends ça, mais moi, à mon époque, 98-2003, c'était impensable, il n'y en avait pas un qui avait un discours pareil. Même si c'était à l'époque un président qui était... c'était Chirac à l'époque, je crois. On avait une... Enfin, on n'aurait pas hésité une seconde. Mais là, c'est même pas la peine. Avec quoi tu vas... Puis, en fait, quand on a gratté un petit peu, on s'est aperçu qu'en fait, qu'il nous roulait dans la farine pour continuer son projet, si tu veux, de soumission de ce pays. On va partager notre... on va faire bénéficier les autres, hein, c'est vachement bien, tu vois, c'est très seigneur, les autres de notre parapluie nucléaire. Mais pour ça, il faut qu'on augmente le nombre d'ogives. Bon, le problème, c'est que 2024-2030, l'entretien de notre arsenal nucléaire, c'est 50 milliards d'euros. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est pas moi qui le dis, il faut les regarder, hein, c'est documenté. Hein, voilà. Donc, si tu veux augmenter en plus de ça le nombre d'ogives, qui paye? Alors, il y a des pays qui se sont proposés. Alors, il suffit d'aller regarder ce qui s'est dit, les rapports de la conférence sur la sécurité à Munich. Hein. Tout était prévu déjà. Il est en train juste d'appliquer ce qu'ils ont décidé là-bas. Hein. Et donc, il y a des pays qui vont nous aider à financer. Mais il a dit que non, le pouvoir de décision il reste entre les mains du président de la République, une personne seule. Et j'hésiterai pas une seconde. Mais tu crois franchement que des pays comme l'Allemagne, qui nous disent merde pour un oui ou pour un non, tu vois. Qui se sont retirés du SCAF, qui copinent avec l'Italie, machin, tout ce que tu veux. Compris SpaceX au lieu d'Airbus pour... Voilà, ouais, entre autres. Pour satellite, ouais. Tu crois franchement que ces gens-là, ils vont mettre 1 euro sans dire on veut être partie prenante à la décision? Ouais, il faut le doubler. Mais bien sûr! Et non, mais le problème, c'est que les gens sont complètement déconnectés de ça. Quand tu parles comme ça, bah, t'es un complot, t'es ceci, t'es cela. Mais le problème, c'est que les gars, depuis le temps qu'on vous dit les choses, bah, je suis désolé, il y a plusieurs fois qu'on a eu raison, tu vois, pas surtout, mais comme. Donc, on est en train de nous rouler dans la farine. Et le pouvoir politique, là, il est en train d'utiliser cette situation qu'il y a là-bas pour nous glisser toutes les quenelles possibles et imaginables sans qu'on le voit. Parce que la guerre, c'est tellement énorme que voilà. Et puis, il y a une question que je pose à chaque fois. Si je ne veux pas me faire croire que le renseignement français n'était pas au courant de ce qui allait se passer. J'en sais rien. Bien évidemment que si. Mais bien évidemment que si. Mais je suis persuadé qu'ils étaient tous au courant ou ils avaient de sérieux doutes. Qu'a fait le président de la République française pour anticiper, parce que c'est son rôle, le chef des armées. Qu'a fait le président de la République française pour anticiper la catastrophe qui va arriver? Parce que ce que les gens ne savent pas, fermeture des détroits d'Ormuz. 20% du pétrole mondial qui transite là. Détroit d'Ormuz, c'est environ la péninsule, entre la péninsule arabique et environ 33 km. Là, les gardiens de la Révolution, ils ont dit on va le fermer. Premier navire, les navires qui passent, on va les dézinguer. Après, ils ont un petit peu modifié, si tu veux, leur point de vue, que les navires américains, occidentaux, en gros, tous ceux qui participent à la guerre, on va les dézinguer. Bon. Mais si jamais ça reste fermé pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, là, déjà, le gaz, je voyais là sur le Financial Times, il disait que le gaz en Europe avait déjà pris 53% en moyenne. En quelques jours. Là. Ouais. 53% en moyenne en Europe. Mais si ça se prolonge, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va se manger une catastrophe. Une catastrophe au niveau des prix de l'énergie, au niveau de l'inflation, des prix à la consommation, etc. Ils font un quoi qu'il en coûte. Mais que quoi qu'il en coûte, plus rien, il n'y a plus de thunes. Il a du mal déjà payer ses frais d'avocat. Mais c'est vrai. Je sais pas qui va les payer d'ailleurs. Et sur la couverture des partis politiques actuels, je trouve qu'ils ont bien réagi. Les partis politiques actuels, ils suivent le move. Hein. Quand tu écoutes les positions, par exemple, du RN, déjà sur l'histoire du nucléaire, déjà, ils ont dit si, il avait raison. Marine Le Pen a dit si, il a raison, le président de la République, il n'y a rien à dire. Pas bon, mais non, mais ça a tombé par terre. Mais dis-moi, j'aurais mis la virgule là, quoi. Oh, rendez-toi donc, putain. J'aurais C'était le relancer au début, pour que la phrase soit mieux. Non, mais Jean-Philippe Tanguy qui va chez Laurence Ferrari. Non, mais je sais pas, vous vous opposez à quoi, les mecs, en fait, là? Vous opposez à rien du tout. Vous êtes devenus. Avant, je disais qu'il y avait le paillasson républicain et le paillasson socialiste.
J'ai bien peur que le RN est en train de se transformer aussi en paillasson. Et pourquoi vous faites ça, en fait? Enfin, je veux dire, ils connaissent tous le résultat, ils savent tous jusqu'où ça va aller. Ils savent très bien comment on va déguster. Mais tu crois franchement que ces gens-là ne sont pas au courant? Si nous, à notre niveau, enfin moi, à mon niveau, j'arrive à savoir à peu près ce qui va se passer, ça veut dire qu'eux, ils sont super informés. Et puis le RN, moi je suis désolé, à partir du moment que tu acceptes de te poser, Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils savent pas. Regarde, Marine Tondelier, elle savait pas que avec la Jeune Garde, c'était un groupe violent. ah bah Marine Tondelier, Elle l'a découvert. bah oui, mais Et Bruno Le Maire, il a découvert qu'il y avait un problème de 50 milliards. Ils ont découvert ensuite. puis il a découvert que la Russie était toujours debout. Oui, aussi. Parce que là, la Russie est en train de se frotter les mains. Pourquoi? Pourquoi? Si on peut plus acheter du gaz nulle part, à qui on va l'acheter à ton avis? Si la Chine ne peut plus acheter du pétrole à l'Iran, à qui elle va l'acheter à ton avis? Au Venezuela. Ah, c'est ça, ouais. Toute cette histoire, tu veux le fond de ma pensée? Vas-y. Trump rencontre Poutine en Alaska. C'est l'instant complotiste. Là, c'est l'instant complot, les gars. Là, je veux pas me faire des poèmes. Ouais, Je m'en jingle. fous, en fait. J'ai toujours dit ce que j'avais. C'est l'instant complot. Alors, Joli. non, Le rythme, on sent le sens du rythme. ouais, tu vois. Quand tu vois que Trump rencontre Poutine en Alaska. Et puis, j'aime bien quand le B2 Spirit, il passe, il fait. Hein. Moi, je pense qu'ils ont scellé le sort, si tu veux, du nouvel ordre mondial à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il le dit, bon, bah, t'es en Ukraine, continue la guerre, t'arrêtes pas tout de suite. L'histoire des 24 heures, c'était une blague. Il y a les abrutis, là, en Europe, là, qui sont tous en train d'augmenter leur budget de défense. Moi, je vais les forcer à acheter chez moi pour aller les dépenser en Ukraine, pour les filer à Zelensky. Donc, toi, ça t'arrange, parce que tu fais tourner ton industrie de défense tranquille, tu vois, puisque toute ton économie, elle est bâtie là-dessus aujourd'hui. Donc, continue comme ça. Il y a des budgets colossaux, notamment les 100 milliards des Allemands, les 800 milliards de von der Leyen. Ils ont déjà débloqué 150 milliards, c'est le fameux prêt, tout ça. Donc voilà. En contrepartie, bah, tu gardes ce que tu as pris. Mais par contre, le terre rare, étant donné que mon prédécesseur, il a lâché plus de 300 milliards d'après Trump, je ne sais pas si c'est les bons chiffres, je veux un retour sur investissement. Mais en attendant, l'Amérique latine, c'est pas ton problème. On va les leurrer avec le Groenland, là. Pendant ce temps-là, tu vas me laisser faire ce que j'ai à faire en Iran. Parce que là aussi, on a des gisements de gaz naturel énormes au large du Liban. C'est quand même presque équivalent au Qatar, hein, quand même, hein, ce qu'on a chez nous. Hein. Ah ouais. Au large de Gaza, d'ailleurs que Israël a commencé à exploiter en pleine guerre, sans aucun problème. Donc au large de Gaza, donc en Méditerranée, qu'on pourra exploiter et que la région sera en paix, et puis on fera du business. Parce que Trump, c'est pas un politicien, c'est un businessman. Mais ce qui l'intéresse, c'est rentrer du fric. Et donc, je pense que tout ça. C'est une théorie, hein. C'est une théorie, c'est pas du. Voilà. Non, mais je pense, moi, personnellement, quand tu vois ce qui se passe, mais c'est impossible. Et puis quand tu vois la réaction de la Russie, quoi. Non, mais ils ont tué son allié. Ils n'ont pas tué un homme politique, ils ont tué un religieux, le guide suprême. C'est d'une gravité énorme. La Russie et la Chine, ils auraient vu, mais devenir fous. Poutine, il a dit, c'est cynique et c'est pas bien. Il a fait une Bruno Le Maire, hein, Bobin. Hein? Ouais. Le Chinois, il a dit, oh, il va falloir arrêter quand même, parce que vous respectez pas le droit international, les mecs, c'est pas bien. Et t'as des mecs là qui ont dit, oui, la Chine a envoyé des navires. Ils ont envoyé des navires de quoi? Et ils vont faire quoi? Rien. Tu crois qu'ils vont s'affronter les blocs? Non, l'affrontement, il est économique là. Il est juste économique. C'est tout, il est stratégique, parce que le Proche-Orient, c'est c'est l'endroit du monde, en fait, si tu veux, qui concentre tout ça. L'énergie, les routes maritimes, etc., etc., etc. Donc là, il y a un affrontement entre blocs. D'ailleurs, c'était l'objet de ma vidéo que j'ai oublié de mettre le saut, tu vois, que je suis obligé de Et refaire. vous pouvez voir toutes ces vidéos en vous abonnant à sa chaîne. Merci, c'est gentil. Ah oui. Et Dans la description de la vidéo que vous allez retrouver là, si vous voulez encore plein de théories complotistes. attends, arrête tes conneries. Donc, oui, au doctorat en complotisme. Donc voilà, en fait, si tu veux, tout ça, je pense que ça ira pas, ça va pas dégénérer en guerre mondiale, ça va être contenu, mais il va y avoir un bel affrontement, si tu veux, économique. Et le dindon de la farce, ça va être encore cette Union européenne, tout simplement. Comme on l'a été pour l'Ukraine. Hein. On s'est mis dans une merde apocalyptique. Comment ça se fait que Ursula n'arrive pas à voir les trucs qu'un agent immobilier il voit? Comment? Comment ça se fait que Ursula n'arrive pas à voir les trucs qu'un agent immobilier il voit? Non, mais je les vois, ces trucs-là. Mais elle n'est pas là pour ça, elle. Elle est là pour créer les États-Unis d'Europe. C'est pour ça qu'elle est là, cette femme.
Moi, ce qui me terrifie, c'est pas Ursule qui voit pas. Moi, c'est la populace, là. Ça va, ça se passe bien. Ouais, pas content, mais ça va. Globalement, ça se passe. Tu comprends ce que je veux dire, moi? C'est ouais, ok. Demain, quand ça va pas pouvoir, enfin, je veux dire, acheter du pain, acheter ceci, acheter cela, là, ça va peut-être commencer à se réveiller, tu vois, parce qu'ils ont pas encore eu assez la dalle. Bon, au Népal, ils n'arrivaient plus à acheter du pain. Bon, il y a des premiers des ministres qui ont été obligés de se barrer accrochés à une corde d'hélicoptère, tu vois. Donc ici, peut-être qu'on n'arrivera pas jusque-là, j'espère pas. Mais il va falloir qu'au bout d'un moment, que les gens se connectent un petit peu les neurones. Tu vois. Je suis persuadé que tu poses la question à tout le personnel politique réuni, là, je parle de la jeune génération, là. Attends, à tout ou juste la jeune génération? Non, non, enfin tout le personnel, c'est nous, les Attal, les Bardella, tous les Tondeliers, tous ces gens-là, là, tu sais, tous ces gens-là. Ok. Racontez-moi l'histoire du Proche-Orient depuis 1916 jusqu'à aujourd'hui. Quand ça a pété à Gaza, on m'a envoyé une injonction, moi. Donc, ce que j'appelle une injonction. Tu es pour qui? C'est le truc de débile, là, tu vois. T'es pour qui? Je dis, moi, les gars, je suis ni pour l'Israélien, ni pour le Hamas, ni pour le Syrien, ni parce qu'ils sont tous tapés sur la gueule. Et puis moi, ce dont je vais te parler de vécu. Je vais pas te parler de voilà, de vécu autant en bombe sur la gueule qu'en amis qui sont morts que. Oh, j'ai vécu des attentats en plein centre de Joumier. Voilà, on était à l'école ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. 8 personnes qui sont mortes de mon village le même jour, en quelques secondes. Donc, tu vois, et des histoires comme ça, je peux t'en raconter plein. Et donc, je pense que ces gens-là, tu vois, ne mesurent pas, ils savent rien de ce qui se passe là-bas. Et moi, j'avais expliqué, moi, à mes followers, je dis, les gars, c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, déjà, moi, j'avais dit au début, c'est une bataille entre Slaves. Vous la regardez de votre prisme d'Européens et d'Occidentaux. Eux, ils en ont rien à foutre de votre prisme. Il y a Zelensky qui est attaché à votre prisme, parce qu'il y a peut-être, je sais pas moi, des intérêts derrière. Ou il y a peut-être d'autres raisons qui font que derrière. Mais le Slave qui prend les bombes sur la gueule, il s'en fout de ce que pense Zelensky, en fait. Là, au Proche-Orient, c'est encore pire. Parce que le Proche-Orient, c'est une histoire qui est archi complexe. On part de 1916 où on a dessiné des cartes, on a dessiné des frontières sans tenir compte ni des cultures, ni des peuples, ni des religions, ni de rien. On a juste dessiné des cartes comme ça. 2 mecs ont dessiné de la merde qu'il y a aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je t'ai dit, pose la question à ces gens-là qui t'expliquent ce qu'est le Proche-Orient de 1916 jusqu'à aujourd'hui, qui te donnent des tas de clés. Il y en a peut-être une dizaine. Mais ils sont incapables. T'en as quelques-uns, les filles seraient capables de le faire. Ah, LFI, oui. Non, mais peut-être. Peut-être à LFI, ouais, peut-être parce que voilà, parce que c'est des mecs qui vont un peu plus. Pas Mathilde Panot, c'est ton truc. Non, mais par exemple, le mec qui était avec chez toi là l'autre jour là, comment il s'appelle quand on avait fait le débat avec. Oui, je me suis un peu engueulé d'ailleurs. Non, mais lui, c'était, je veux dire, Il y a des amuches. ouais, je pense que ce mec-là, tu vois, il était calé à fond. Mais je te parle de manière générale, pas à titre individuel. Et ces gens-là, c'est pour ça que je pense qu'ils portent des jugements, si tu veux, sur des choses qu'ils connaissent pas. Ils connaissent pas en profondeur. On s'attribue pas, si tu veux, l'exclusivité de connaître nos pays ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, quand j'entends les déclarations des uns et des autres, je me dis, ces mecs-là, ils ont rien compris au film, en fait. Ils sont aujourd'hui obligés de suivre un narratif. Il y a un gentil, il y a un méchant. C'est comme ça. Le côté, par exemple, Hezbollah qui résistait à l'occupant israélien, ils s'en foutent. Moi, en tant que Libanais, je suis partagé entre les deux. Tu as résisté, ok, mais au bout d'un moment, il faut que tu deviennes un parti politique. Tu es un parti politique, le volet militaire, laisse-le au gouvernement libanais et construisons un pays ensemble. Tu vois Ça ne trahit en rien ce qui s'est passé. Parce qu'il y a tant que le Hezbollah qui a eu des martyrs. Et chez nous aussi au Liban, enfin, je veux dire, il y a la résistance druze, il y a la résistance chrétienne, il y a tous ces partis-là, si tu veux, qui ont eu énormément de martyrs. Tu vois Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, il va falloir qu'on se concentre sur le Liban et qu'on construise un pays. Mais ça, les gens ici, tu vois, ils ne perçoivent pas ça. Comment tu le vois évoluer le Liban à court, moyen terme? Moi, par exemple, en tant qu'Arménien, avec Armand, on en discute souvent. Il me dit, voilà, moi, l'Arménie, il faut se mettre d'accord que dans 50 ans, c'est fini. Et que tous les Arméniens le savent. Et que... le Liban, c'est moi d'accord là-dessus, mais qu'il faut se faire une raison. Le Liban, c'est pas pareil. Tu sais, le Liban, moi, je vais dire, ça fait 1400 ans qu'il résiste, le Liban. On a connu des tempêtes, mais même pas idée. Mais on a connu des tempêtes, on a connu une occupation syrienne, mais violente et sanglante. Mais l'occupation syrienne, il faut savoir ce que c'était. Interdiction de se réunir à plus de 3 ou 4 à partir d'une certaine heure, par exemple.
tu insultais. Enfin, je faisais le Comme pour millième. le Covid. Hein? Comme pour le Covid. C'est ça. Il y avait un confinement permanent. Enfin, c'était pas. Mais moi, j'ai des potes à moi là-bas. Oui, c'était Parce qu'ils avaient joué. 70 € si tu veux. Ouais, c'est ça. Et j'avais des potes là-bas parce que j'ai un pote, notamment dans un stade de foot, il avait joué l'hymne de ce qu'on appelait du parti des forces libanaises, donc c'est ce qu'on appelait la résistance chrétienne. Dans un stade de foot, il a fini en prison. Imagine un mec comme moi là, qui passe sa vie à dézinguer le gouvernement, ce qui se passe avec lui. Il finit dans une zone syrienne, tu le revois plus. Tu vois. Donc c'était ça chez nous. C'était ça. Donc c'est pour ça que les Libanais aujourd'hui, ils en ont plein le cul de ça. Ça a duré quand même de 76 jusqu'à 2005, cette histoire. Et quand bien même les Syriens sont partis en 2005, il y avait toujours, si tu veux, en soum-soum, des agents de Bachar, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je pense que les partis politiques ils sont complètement à la ramasse. Il y en a quelques-uns, bien sûr, chez les uns et les autres, pas que les filles, même au RN ou ailleurs, qui savent, qui sont peut-être renseignés, qui sont peut-être des spécialistes, tu vois, de la région, mais quand j'entends les prises de position officielles, C'est un opportunisme électoral. bien évidemment. Ça, c'est clair. Bon, bah, là-dessus, on est clair. Et pour conclure sur un sujet qui a aucun rapport, parce qu'on pourrait parler des heures, hein, ouais, mais là, on essaie de cadrer ça dans le cadre d'un entretien, puis peut-être un peu plus relax, quoi, et digeste que les derniers qu'on a pu faire. On est vraiment entre copains. Sur l'avenir, cette fois-ci, comment tu la sens, l'avenir de la France, toi, là? Les prochaines élections, les machins, comment tu vois arriver là? Les prochaines élections, ça va être un vaste bordel. Je parle pas des municipales, parce que Non, je parle des élections les présidentielles. élections présidentielles, déjà, je sais même pas s'il va y en avoir. Oh, arrête. Je sais pas. J'en sais rien. Tu sais, il a tout essayé. Oh, Il a tout essayé. Oh, arrête, tu penses la même chose. Ouais, t'es dans la gueule. Il a tout essayé. Là, c'est notre sponsor. je sais pas ce qui va se passer. Mais quoi qu'il en soit, 2027, de toute façon, ils ont tout fait pour marginaliser Mélenchon. Donc, avec cette histoire d'extrême gauche là, Il s'est aidé un peu, quand même. il s'est aidé un peu, mais ils ont quand même le fait qu'il est désigné d'extrême gauche, tu vois, c'est pas lui qui l'a cherché ça. C'est voilà, tout le monde le savait, mais ils lui ont collé une étiquette électorale. Donc ça, c'est très marketing, tu sais comment ça marche. Après, tu as les médias qui reprennent ça à leur compte et c'est parti, ça bombarde du matin au soir. Je suis pas un mélenchoniste du tout. Je suis ni un Le Peniste, si tu veux. Moi, j'avais dit aux élections de 2022. Si le diable en personne se présentait, pourtant je suis un chrétien, tu vois, donc le diable pour moi non. Mais par contre là j'aurais fait une exception. S'il se présentait face à Macron, j'en ai voté pour lui. Tu vois. Donc si Mélenchon aussi allait se retrouver face à Macron, j'aurais voté Mélenchon. Donc l'occurrence c'était Le Pen, j'ai voté Le Pen. Et j'ai même filmé mon bulletin de vote, donc, pour aller jusqu'au bout de ce que j'avais dit, si tu veux. Là, je pense qu'en 2027, ça va être une bataille de fous. Et quand bien même il y aurait le Rassemblement national qui gagnerait l'élection présidentielle, je pense que dans la foulée, il y a les législatives. Et jamais il aura sa majorité absolue. Je pense pas. Et donc voilà, et on continuera dans le bordel dans lequel on connaît, qu'on connaît sous la Macronie. Et ça, ce sera de la faute du RN, parce qu'il a tellement voulu se dédiaboliser le RN, qu'il est devenu un parti socialiste bis. Il est devenu un parti socialiste de droite. Mais il serait pas dédiabolisé, il n'aurait jamais pu arriver à laquelle lui dit. Mais d'accord, Greg, le problème, c'est que tu as affaire à un pays dont la population est aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, je veux dire, tu connais les chiffres, on va l'air ça à chaque fois. Si tu comptes te dédiaboliser pour prendre le pouvoir et pour qu'après tu appliques une politique d'avant dédiabolisation, mais tu vas faire un Macron bis. Tu vas faire un Macron bis. Tu vas promettre des choses que tu vas pas appliquer. Tu vas faire un Hollande bis en fait. Et tu seras rejeté dans la foulée. C'est ça qui va se passer. Et là, ça sera en pire parce que déjà que tu as une étiquette de facho sur la gueule, alors imagine-toi dans la rue le bordel que ça va être. Et ça va être du caviar pour la gauche. Ah, on vous l'avait dit, regardez, on vous l'avait dit, c'est tous des fachos. Regardez, c'est leur vraie nature remonte à la surface. Tu vois. Je pense que c'est ça. Donc on n'est pas prêt de s'en relever de ce truc-là. Le truc qu'il faut faire aujourd'hui, il faut absolument que le peuple français reprenne son destin en main. Moi, j'ai lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. J'espère que tu la mettras en lien de cette vidéo. Sur le site de l'Assemblée nationale. Cette pétition, elle réclame une chose simple. Elle réclame à l'Assemblée nationale de demander aux Français s'ils veulent être consultés par référendum. Okay. On le b.a.-ba. Parce qu'en 2019, j'ai souvenir d'Emmanuel Macron qui avait dit pourquoi pas associer le peuple de plus en plus directement aux décisions qui sont liées à son avenir et blablabla, qu'il n'a jamais fait. Il avait dit on fera un référendum sur les réseaux sociaux. Tu te souviens pas qu'il a dit ça? Ça va être un sondage, ça. Et non, et finalement, même ça, il n'a pas été capable. Non, mais là, tu m'étonnes. Tu rigoles.
Rappelle-toi quand Bayrou il a lancé sa chaîne YouTube, comment ça s'est terminé, hein. Petite chaîne partie trop tôt. C'est ça. Et donc du coup, tu vois. Et François Hollande relance la sienne, là. Ah bon? Il a fait une vidéo il y a 2 jours. J'en parlerai la semaine prochaine, où il dit que là, il veut se remettre, il relance une chaîne YouTube, Ouais. mais qu'on se méprenne pas. C'est pas pour parler de politique, c'est pour parler de sujets plus personnels. Il y a lui, sa vie, ses passions. C'est en train de se préparer de 2027. Oh, bien pour un connard. Il est en train de te dire qu'il va faire une chaîne de gaming, enculé. De 0 to hero, c'est ça? Ouais, c'est ça. From human to God, enculé. Ouais, sauf que lui, c'est 0 to 0. Non, mais moi, je pense que ça va être un vaste bordel. Donc, on a lancé cette pétition. Et cette pétition, en fait, si tu veux, si on arrive à être des millions dessus, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est pas change.org ou je sais pas quoi. Donc, ça veut dire que on arrivera devant l'Assemblée en disant, et moi, je serais prêt à y aller en tête, hein, dire maintenant, il y a des millions de personnes qui ont signé une pétition qui exige que vous fassiez votre taf. Donc, soit vous en discutez, soit alors, on va pas bouger jusqu'à temps que vous en discutiez et que vous nous redonnez le pouvoir, parce que vous arrêtez pas de me vaciler avec votre démocratie du matin au soir. Donc j'aimerais bien quand même qu'on me demande mon avis, si déjà je veux partager ma puissance nucléaire, par exemple, tu vois. Si je veux toujours rester dans une entité supranationale à laquelle je file presque 30 milliards par an, et que les agriculteurs, si tu veux, qui me nourrissent, sont en train de crever la dalle, et il y en a 2 qui suffisent toutes les semaines. Tu vois, j'ai envie, tu vois, qu'on pose des questions comme ça. J'ai envie que Madame Braun-Pivet arrête de me faire ses cérémonies, tu sais, ces postures là quand elle va jusqu'à son trône et qu'elle nous explique, qu'elle fasse les choses comme il faut, quoi. Tu vois, la démocratie, la vraie. Ou alors qu'on arrête, on prend Louis XX, le show à Versailles et puis terminé, on arrête de nous bassiner avec la démocratie, quoi. Tu vois. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, une promo, un espoir, un appartement à vendre, quelque chose? En ce moment, le prix de l'immobilier à Beyrouth. Long plan. Alors, mais là, en fait, ce qui se passe. Gros travaux à prévoir, par contre. Non, mais. Toutes les semaines. Alors, les locations, là, malheureusement, les locations sont en train de repartir à la hausse parce que, tu sais, il y a beaucoup de réfugiés. Ouais. Et les Libanais, ils aiment le business, donc il y en a qui en profitent, comme si les réfugiés qui arrivaient, ils étaient tous pétés de thunes, alors que c'est des pauvres gens, tu vois, la plupart du temps, ils sont comme tout le monde et ils peuvent pas se loger. Et il y en a plein qui dorment dehors, dans leur bagnole, etc. Non, au Liban, laisse tomber l'immobilier, faut pas. Pour l'instant, faut pas s'approcher, c'est dangereux. Surtout que les garanties décennales, bon. Tu vois. Ouais. Et là, dommage ouvrage. Là, faut éviter là. Non, ici en France, l'immobilier, c'est. Moi, je suis sur un marché primo-accédant. Aujourd'hui, le primo-accédant, c'est la bête noire des banques, en fait. Ouais. Donc, et puis, étant donné que primo-accédant, c'est un primo-accédant qui démarre dans la vie et qui n'est pas pété de thunes, donc le marché, on peut dire, en restant poli, il est très, très ralenti. Très bien. Très rare. On ne peut pas dire que c'est de la merde, en fait. Ah, c'est ça. Okay. Non, mais parce que tu avais aussi une chaîne de l'immobilier. On mettra aussi le lien en description. C'est plus d'autres sujets, là. Ouais, sur l'immobilier, la chaîne de l'immobilier, ouais, j'ai une chaîne immobilière où je parle de la réglementation, je parle de ce genre de choses. Quand j'ai des biens en exclusivité, si tu veux, je fais des petits reportages. J'aime pas, moi, la visite virtuelle. Moi, j'aime bien parler, tu vois, face caméra, expliquer ce qu'on voit, machin. Et je publie ça, voilà. C'est un petit besoin. Tu l'avais créé avant. Je l'avais créé avant et c'est une chaîne que j'avais créée pour vraiment poster juste Non, mais c'est même pas ça, c'est pour. Je l'avais créé pour poster mes reportages vidéo pour les loger quelque part en fait. Oui. Et donc voilà. Ça, et puis Charbimo sur Facebook. Ok. Eh ben merci d'être venu nous voir. Tu repasses quand tu veux. On s'était déjà vu, parce que c'est vrai que tu en avais fait mention dans le débat qu'on avait fait sur le conflit, le fameux débat sulfureux sur le conflit israélo-palestinien. Avec un quasi random qui s'appelait Simon Mousse, qui a bien explosé en 2 temps. Ouais. Et Pierre connaît ça, qui a été à. T'as vu, il a été à TPMP. Ah non, j'ai pas connu ça, ils l'ont foutu à TPMP. Pour un truc, et il s'attache chez nous. Ouais, il s'est surpris des réponses, en fait. Je pense qu'il ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils répondent des trucs comme ça. Et il connaît ça, il dit les choses librement, comme il connaît, comme il les voit, quoi. On se retrouve très vite. À très vite. Merci à vous d'avoir été là, merci à la régie, merci aux spectateurs, merci Cognac J, à vous les studios, à très vite.